Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de Shadow of the Demon Lord, ou plutôt l'ombre du Seigneur Démon, puisque en fait, on va tout simplement feuilleter la version traduite par Black Book Edition du jeu. Donc je connais pas toute l'histoire du jeu, mais il me semble que cette traduction était attendue depuis quand même assez longtemps. Moi-même, j'avais déjà récupéré le jeu en anglais, parce que je me suis promis de ne plus faire. À partir de maintenant, quand un jeu existe en anglais et que on sait qu'il va être traduit, j'ai décidé de ne plus l'acheter en anglais, c'est une de mes bonnes résolutions, mais on s'en fout. Et donc l'ombre du Seigneur Démon, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se situe un petit peu entre Donjons et Dragons et Warhammer pour ressembler à du Diablo, je dirais. Du Donjon Dragon parce que c'est quand même fortement axé combat, ça utilise le D20, on retrouve beaucoup de mécaniques finalement de Donjon Dragon, ou en tout cas qui nous y font penser, mais dans la création de personnages et dans le style de l'univers, entre guillemets, on est plus proche de Warhammer parce que c'est sombre, parce qu'on a des histoires de corruption, parce qu'on a des hommes bêtes, parce qu'on a des démons, et surtout parce qu'on a un système de carrière aussi pour créer les personnages qui marche vraiment très très bien à mon avis. Mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en fait on va très rapidement passer au feuilletage. Si la vidéo vous plaît, etc., n'hésitez pas à liker, à vous abonner et tout et tout. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours acheter l'Entre du Guerrier. On se retrouve pour la review. Let's go! On est donc parti pour feuilleter l'ombre du Seigneur Démon. Alors je suis désolé, il y a un petit reflet. On est parti, donc c'est un assez beau livre, hein. Il est plutôt costaud. On a deux petits bouts de tissu pour marquer les pages, ce qui est plutôt sympathique. Bon, on n'utilise pas la première double page, ce qui peut être un défaut. On aurait pu avoir la carte en plus grand, parce qu'on verra que la carte du monde est un peu petite. Ensuite, on a une petite introduction, tout simplement, où on nous explique les principes du jeu, donc notamment qui va être assez sombre, qu'il y a une ambiguïté morale. On nous explique un peu les règles, le matériel dont on va avoir besoin. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire tout ça. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, je dirais que c'est peut-être un des seuls défauts du jeu, ou plutôt de la maquette, c'est que voilà, on va souvent se retrouver avec des longues colonnes comme ça. Alors ça marche dans la plupart des situations, mais des fois, dans certains passages, on se dit qu'il y aurait pu y avoir une optimisation un peu pour que les règles sur un sujet apparaissent sur une seule page, etc. Alors qu'en fait, les règles vont se retrouver sur plein de pages consécutives. Donc des fois, voilà, on se perd un petit peu sur certains points de règles, mais franchement, ça va puisque le jeu est relativement simple, qu'il n'y a pas des règles très compliquées. Donc, on a la création de personnages. On nous parle d'ascendance, non pas de race ou d'espèce ou d'ethnie ou de que sais-je. On nous parle un petit peu des langages, etc. Parce que le jeu vient avec un univers, on y reviendra après. Donc chaque race va nous donner un peu nos caractéristiques de départ. Certaines vont avoir des compétences spécifiques, enfin des capacités. Donc on a les humains, on a les automates, ce qui est quand même assez original. C'est peut-être la race un petit peu la plus complexe parce qu'elle a une sorte de profil un peu spécial. Puisqu'en fait l'automate, une de ses spécificités qui est assez rigolote, c'est qu'il a une clé dans le dos. Parce que c'est une sorte d'automate un peu steampunk, donc on peut imaginer une grosse clé comme celle d'une boîte à musique. Et elle peut s'arrêter sur un échec critique, même s'il n'y a pas vraiment d'échec critique dans le jeu. Elle peut s'arrêter de tourner, donc notre automate ne sert plus à rien et il faut remonter la clé, ou alors quand il arrive à 0 point de vie, entre guillemets, et qu'il est KO, et ben il va se retrouver dans un état d'objet, en fait, et c'est nos alliés qui vont peut-être pouvoir venir nous redémarrer. On remarque aussi tout de suite qu'à chaque fois, on a des tables, et ça c'est vraiment top top. On a des historiques d'humains, on a des traits de personnalité, enfin, en fait, on a des éléments pour créer aléatoirement notre personnage si on le souhaite, pour aller vite, parce que, notamment, le jeu peut être un petit peu mortel. On y reviendra après. Donc, on a les automates. Ensuite, on a les changelins. Alors, les changelins qui sont plus ou moins des créatures de la nature liées aux fées. Aux fées qui vont venir kidnapper des enfants et les remplacer par des changelins, un peu comme dans les contes. Et donc, qui va pouvoir un peu se métamorphoser, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais qui, sinon, a une forme un peu végétale, entre guillemets. Ensuite, on a les gobelins qui sont de petites créatures astucieuses, et qui sont donc des fées exilées. On a les nains, qui sont une des races les plus anciennes, puisqu'on n'a pas d'elfes, ça c'est quand même quelque chose à noter. On n'a pas d'elfes. On a donc nos nains, et on a également les orques, qui ont une place assez particulière dans l'univers, puisqu'en fait, ce sont des esclaves, à la base, une sorte de créatures créées par des mages, il me semble. Esclaves d'un empire qui est en train de s'effondrer, et c'est un orc qui s'est apparemment, d'après les rumeurs, mis à échauffer les esprits, à mener une révolte, à renverser l'empereur, etc. Donc, une des raisons pour laquelle l'Empire est en train de s'effondrer, c'est parce que les orcs sont en révolte. C'est un peu le Spartacus des orcs. Donc voilà un peu pour les races de départ. Après, on en a d'autres dans les suppléments, etc. Là, je vais me concentrer exclusivement sur le livre de base qui s'autosuffit très très largement. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Avec
Shadow of the Demon Lord, l'ombre du Seigneur démon. Ensuite, on a les professions de départ. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, le jeu est un système D20. Vous jetez un D20, vous ajoutez un modificateur de caractéristiques. Donc, il n'y a que 4 caractéristiques qui sont la force, l'agilité, l'intellect et la volonté. Alors, ce qui est cool, c'est que... Enfin, cool, on s'y fait vite. Mais quand on joue à Donjons et Dragons, les modificateurs, des fois, on comprend pas trop quand on arrive en DD5, qu'on n'a jamais fait de jeu de rôle, pourquoi si j'ai 11 de force, j'ai plus 0 de force en modificateur. Là, votre modificateur, il est directement égal à votre caractéristique moins 10. C'est-à-dire que si vous avez 11 en agilité, vous avez plus 1 en agilité comme modificateur. C'est quand même plus simple que dans Donjons et Dragons, bref, je m'étends un peu. Et en fait, dans ce jeu, au lieu d'avoir des bonus de maîtrise ou des avantages, etc., pour ceux qui connaissent Donjons et Dragons, vous allez tout simplement avoir des dés d'avantage. Les dés d'avantage, c'est quoi? C'est des D6 que vous allez jeter en plus de votre D20. Et vous allez garder le meilleur de vos avantages et l'ajouter à votre résultat. Donc mettons que je fais un test de force avec avantage, que je suis un orc et que j'ai rien modifié et tout, j'ai 11 de force. Donc j'ai plus 1 en force. Donc je jette un D20, j'ajoute plus 1, donc mettons je fais 13, plus 1, 14. Et j'ai un avantage, je jette un D6, je fais 3. J'ajoute ce 3 à mon 14 et j'arrive à 17. Si j'ai plusieurs avantages, je ne garde que le meilleur des D6 que j'ai lancé. Et voilà. Et pour les désavantages, c'est la même chose, sauf que vous gardez... sauf que ça va se soustraire. Vous allez garder le D6 qui a fait le résultat le plus élevé parmi vos désavantages et le soustraire à votre score de D20 plus caractéristiques. À noter que, évidemment, les avantages et les désavantages s'annulent. Donc voilà pour les règles. Je pense qu'on va pas s'étendre trop sur les règles après, pendant le feuilletage. Ça, c'est la base du jeu. Mais c'est quand même pour pouvoir expliquer ce que sont les professions, puisque le jeu, plutôt que de s'encombrer de compétences, utilise des professions, ce que je trouve plutôt sympa, même si les compétences, alors ça va plaire, ça va déplaire, c'est des questions de goût. Les compétences, c'est un petit peu plus détaillé, ça se discute un peu moins. En général, c'est le maître du jeu qui demande un test d'une compétence spécifique. Ici, on va plutôt avoir des professions, donc je sais pas, je suis pirate, rosseleur, menuisier, peu importe. Et quand je vais faire une action, si je considère et que le MJ est d'accord, enfin qu'on se met d'accord sur le fait que ma profession peut me donner un avantage dans cette situation, je vais avoir un de ces fameux avantages et lancer un D6. Donc au début, si vous commencez la création de personnage, normalement vous commencez niveau 0. Donc en fait, votre création de personnage s'arrête après, grosso modo, le choix de votre ascendance et de vos professions, évidemment de votre équipement, de votre personnalité, ce genre de petits trucs, mais vous n'avez pas encore de capacité vraiment particulière. Et ce qui va distinguer vos personnages les uns des autres, c'est principalement ces professions. C'est pour ça que le jeu est mortel, c'est parce qu'on peut commencer au niveau 0 et voir si on survit et faire un peu comme dans un dungeon crawl classique ou dans certains jeux OSR, voilà, des personnages un peu jetables en début de partie qui vont mourir très très vite. On va voir lequel d'entre eux va survivre et pouvoir passer niveau 1 et potentiellement devenir un héros. Après, vous pouvez commencer à d'autres niveaux très très facilement parce que la création de personnage est très efficace au niveau de la création de personnage, mais aussi pour faire évoluer son personnage. Donc même créer un personnage niveau 10, ça va finalement très très vite. Et on va le voir après. Donc voilà, donc là on a les différentes professions. Donc on a une fois de plus des tables aléatoires, des professions académiques communes, criminelles, etc. Ensuite on a un peu une histoire de niveau de vie pour notre équipement de départ. Donc ça, c'est des règles sympathiques dont moi en général je me passe. Je donne plutôt un équipement à mes joueurs en fonction de ce qu'ils ont envie et de ce qui est raisonnable. Mais on a tout ce qu'il faut. On a également des éléments intéressants, ça c'est pas mal, c'est des tables aléatoires d'objets un petit peu loufoques, et ça c'est vraiment cool. Et à chaque fois vous voyez qu'il y en a quand même une certaine quantité, donc le jeu vient avec beaucoup de contenu, d'oracles entre guillemets, qui vont pouvoir permettre de générer du contenu. Ensuite on a l'interprétation, donc là on a les questions pour l'interprétation, donc les relations entre les PJ. On nous parle pas mal des relations entre les races, ou plutôt les ascendances. On a également, voilà, notre première aventure, constituer un groupe. On a des idées pour faire en sorte de lier notre groupe, de faire une situation de départ, ce qui est plutôt cool. Et ensuite, on a l'explication des gains de niveau, avec commencer à plus haut niveau, etc. Et là, on arrive dans les règles, et c'est là où je vous disais que voilà, la maquette est peut-être pas topi top. Alors bon, j'imagine que Black Book Edition ont simplement reproduit la maquette du jeu initial, mais peu importe. Donc là, on vous explique comment lancer les dés, donc c'est ce que je vous expliquais. Vous lancez un dé 20, vous essayez d'atteindre un résultat pour dépasser une difficulté. Alors en général, c'est soit vous faites un jet en opposition, et du coup, vous essayez de dépasser le score de votre adversaire. Donc par exemple, vous attaquez, vous essayez de dépasser la force de votre adversaire, la classe d'armure de votre adversaire, l'intelligence de votre adversaire. Et sinon, quand on est plutôt dans des situations où c'est plutôt l'environnement, donc par exemple j'essaye d'escalader, d'ouvrir une porte et tout, on part du principe que la difficulté est toujours de 10, il me semble. Bon, évidemment, vous allez pouvoir faire vos petites règles maison si vous n'aimez pas ça, mais la philosophie du jeu, c'est ça, et je trouve que c'est vraiment cool parce que du coup, vos joueurs savent s'ils ont réussi ou non. Vous leur dites
tout simplement que la majorité du temps, ils doivent faire plus de 10 et peuvent vous dire directement s'ils ont réussi ou non. Et en fait, vous allez influer sur la difficulté ou la facilité à escalader un mur, à accrocher une porte, en mettant les fameux désavantages et avantages dont on a parlé, donc les petits D6. Et ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est très simple. C'est très très simple et c'est cool. Donc là, on a les attributs, on a les poids soulevables et tout, le genre de règles dont j'ai très peu l'usage personnellement. On a les caractéristiques dérivées, donc de la force va dériver la santé, de l'agilité va dériver la défense, sauf si vous avez une armure potentiellement, si votre armure est trop lourde, votre agilité ne vous apportera plus de bonus. Mais voilà, c'est un peu comme Donjon Dragon. Je note aussi que dans la santé, on a une vitesse de guérison qui va dépendre pareil de notre force, qui va correspondre au point de vie qu'on gagne à chaque fois qu'on se repose, parce que voilà, on se régénère pas aussi vite que dans un Donjon Dragon classique, c'est un petit peu plus gritty. On a aussi la perception, donc qui va dériver de l'intelligence, et on a notre cap avant de devenir fou entre guillemets qui va dépendre de notre volonté, puisque effectivement on a des règles de folie avec éventuellement des effets sur notre personnage à plus ou moins long terme. On a également la corruption. Alors je sais plus si la volonté c'est la limite de corruption ou de folie. Bon. Mais voilà, on a aussi une mécanique de corruption un peu à la Warhammer où notre personnage va devenir de plus en plus tout pourri. Pareil, là on nous parle de pas mal de termes techniques, espace, allonge, vitesse. Parfois je me demande si c'est pas trop technique, mais franchement c'est pas très compliqué de retirer des trucs. Donc voilà, espace étroit, chute, mode de déplacement. Vous voyez, c'est là le petit défaut, je dirais, de ma quête, c'est que voilà, c'est pas très séparé. Genre les dégâts, c'est sur 2 pages avec la mort, etc. On aurait pu avoir des doubles pages où on retrouve toutes les règles ensemble. Ensuite, on a les afflictions. Pareil, un peu listing. Si vous n'avez pas envie de vous encombrer de sa part tactique, vous pouvez vous contenter des règles d'avantages, désavantages qui fonctionnent très très bien. Et amener ça si vous voulez pousser un peu plus le truc. On nous parle également de points de chance qu'on peut avoir envie d'utiliser. On nous parle du combat, etc. Je vais aller assez vite sur les règles, mais on va quand même parler un peu du combat. Donc on parle de tour rapide et de tour lent. Donc ça, je pense que c'est assez malin si vous jouez avec un plan, etc., des figurines et tout, cette mécanique de tour rapide et de tour lent. En gros, au début de votre tour, vous décidez si vous allez faire un tour rapide ou un tour lent. Ou plutôt, chacun de vos PJ va décider de ça. Si le PJ décide de faire un tour rapide, il va jouer dans les tout premiers. Il va pouvoir faire une action. Et ensuite, ce seront les autres qui vont jouer. S'il décide de faire un tour lent, il pourra faire un déplacement et une action. Ou 2 déplacements. Et en fait, le déroulé du tour, c'est d'abord les PJ qui ont déclaré vouloir faire une action rapide, ensuite les ennemis qui font un tour rapide, ensuite les PJ qui ont décidé de faire un tour lent, et ensuite les ennemis qui ont décidé de faire un tour lent. Donc il n'y a pas d'initiative en soi, ça dépend du nombre de choses que vous voulez faire. Les héros jouent en premier, puis les ennemis, et en fonction de s'ils décident de faire beaucoup de choses dans leur round ou non, et ben ils jouent plus ou moins tôt. Donc tactiquement, je pense que c'est assez intéressant avec un quadrillage et tout. Moi personnellement, quand j'ai testé le jeu, on l'a fait en théâtre de l'esprit, sans figurines, etc. Et finalement, ça perdait un peu de son sens parce que dans ce genre de jeu, quand vous jouez en Theater of the Mind, en tout cas c'est mon opinion, vous allez plutôt faire des sortes de tours de table, essayer d'orienter la caméra vers l'un, vers l'autre assez rapidement, sans prendre trop en compte l'initiative. Et aussi, les mouvements sont beaucoup plus abstraits. Vous n'utilisez pas de quadrillage, etc. Et du coup, ça a perdu un peu de son sens. Quand je demandais ça, finalement, ça avait assez peu d'impact dans le tour, j'ai eu l'impression. Voilà, ça c'est un petit retour d'expérience. Donc ensuite, on a les déplacements, voilà. On a les actions de combat et tout et tout. On a des options d'attaque, donc ça fait un peu penser à Warhammer, ça, en l'occurrence. On a des options d'attaque, genre je peux essayer de faire une attaque puissante, une attaque défensive, une attaque déstabilisante, etc. Je m'en suis pas servi moi personnellement dans ma partie, puisque déjà il n'y avait pas énormément de combats. Mais je pense que ça peut être intéressant au bout de 2-3 parties pour amener du renouveau au jeu, notamment pour les classes combattantes qui en général n'ont pas de sort et donc peut-être un peu moins d'options. Et ensuite, on finit par arriver voilà, à la partie quand même un peu cœur du jeu, je pense. Un des trucs qui caractérise, c'est son système de voix, qui fait penser aux carrières de Warhammer. Hein. Donc, une fois que vous avez passé votre niveau 0, vous arrivez niveau 1. Choisissez une formation d'apprenti. Donc là, vous choisissez une formation d'apprenti. Vous avez les 4 grands classiques, le guerrier, le magicien, le prêtre et le roublard. Donc, ils vont vous donner évidemment des capacités spécifiques. Et en fait, le jeu se découpe plus ou moins sur 10 niveaux, enfin 11 si on considère le niveau 0, donc vous allez aller du niveau 0 à 10, ce qui est assez intéressant parce que c'est une volonté de réduire un petit peu l'étalage des niveaux pour pas faire des campagnes qui durent 50 000 ans et où au final en fait on n'arrive quasiment jamais au niveau 20 ou très rarement au niveau 20 en réalité. Donc on a une progression relativement rapide.
Et elle est rapide en termes de séances de jeu, parce que on nous invite plus ou moins, si je me souviens bien, à faire des campagnes de 15-20 séances max, ce qui est déjà beaucoup pour moi, je ne vais pas vous le cacher, mais on vous fait évoluer très très vite, et l'évolution en tant que telle, en termes de règles, est aussi très très rapide. Franchement, c'est un des seuls jeux, enfin non, c'est pas, j'abuse, mais un jeu type Donjons et Dragons, on va dire, où je me dis, tiens, en pleine partie, paf, je pourrais faire passer de niveau mes joueurs et on continue la partie. Un peu de la même manière que Chronique oubliée. La montée de niveau est très très simple. Je me perds un petit peu. En gros, quand vous allez arriver niveau 1, mettons, je décide d'être guerrier au niveau 1, je vais avoir des capacités de guerrier au niveau 1. Puis au niveau 2, paf, je continue d'appliquer mon template de guerrier, entre guillemets. Et quand j'arrive au niveau 3, je vais choisir une voie d'expert. Donc là, pareil, on a, il me semble, 16 voies d'expert, c'est ça. On a 16 voies d'expert. Je ne suis pas obligé parce que vous voyez que les voies d'experts sont un peu triées en voies de la guerre, de la ruse et tout, donc on pourrait croire que c'est plus un arbre, que si j'ai commencé guerrier, je vais devoir choisir une voie d'expert de guerrier, mais non. Donc le multiclassage est hyper simple, vous pouvez choisir n'importe quoi, ça va fonctionner, les règles sont vraiment bien unifiées, je trouve. Du coup, je peux très bien décider qu'au niveau 3, je suis guerrier assassin, et donc au niveau 3, j'applique le template d'assassin. Au niveau 4, je reviens à ma race, si je reviens en arrière, disons que j'étais un orc, et vous voyez, au niveau 4, paf, j'applique cette montée de niveau d'orc, entre guillemets. Puis je reviens à ma voie de guerrier pour le niveau 5. Vous voyez, malgré le reflet. Ensuite, au niveau 6, paf, c'est l'assassin qui reprend, c'est à nouveau mes capacités d'assassin qui s'appliquent. Et là, au niveau 7, qu'est-ce qui se passe? Ni guerrier ni assassin dans le niveau 7. Je vais aller choisir ma voie de maître. Et là, pareil, si je veux, pour l'instant, j'étais guerrier, assassin, orc. Maintenant, je vais être guerrier, assassin, orc, astromancien. Et je vais appliquer le niveau 7 d'astromancien pour retourner au niveau 8 de l'un et l'autre, etc. Et au final, si j'en reviens à une version un petit peu simplifiée de tout ça, toute cette évolution, on l'a au début de la création de personnage. Vous voyez, tac, 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 on me dit à chaque fois, vous gagnez les avantages de la voie de maître pour ce niveau, ou les voies d'expert, etc. Et du coup, vous allez pouvoir faire des personnages extrêmement variés, a priori. Alors jusqu'au niveau 2, on va pas se le cacher, il y avait 2 pré-tirés guerriers, ils se ressemblaient un peu, mais dès lors que vous commencez à choisir votre voie d'expert et aussi à débloquer vos trucs de race et ensuite votre voie de maître, là les possibilités explosent et vous avez plein de personnages différents qui vont pouvoir émerger et ça va très très vite à chaque fois, c'est vraiment par niveau, boum boum boum, vos bonus. Donc là pour le coup en termes de maquette, c'est déjà beaucoup plus intéressant que ce qu'on voyait avant, je trouve, puisque tout est rassemblé par niveau. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un gros morceau, parce que on a dit, on a 4 voies d'apprenti, on a 16 voies d'expert, et combien a-t-on de voies de maître? Je vais pas les compter, mais il y en a beaucoup. Donc tout ça, quand je disais que le livre s'autosuffit, déjà il s'autosuffit, on peut dire, en nombre de personnages. Alors c'est toujours un peu une illusion ça, parce qu'au final, vous allez peut-être pas jouer tellement de fois au même jeu que vous allez avoir fait toutes les classes. Je veux dire, déjà pour jouer toutes les classes de Donjons Dragons, il faudrait faire 2 grosses campagnes, ou utiliser le multiclassage. Enfin, dans la plupart des jeux, vous avez beaucoup plus d'options que ce dont vous allez vous servir. Là, c'est clairement le cas. Toutefois, je m'imagine assez peu, pour ma part, avoir besoin d'acheter un supplément pour ce genre de jeu parce que je ne vais pas trouver ce que je veux dans les options proposées. C'est ça que je veux dire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais la bibliothèque de choix est assez immense. Donc voilà, on termine sur le Z de Zélote pour les classes de maître, les voies de maître. On arrive à l'équipement, donc l'équipement c'est assez classique. Il y a un truc que j'ai trouvé un peu bizarre dans l'équipement. Je ne vais pas vous faire tout l'équipement. Il y a un truc que j'ai trouvé assez bizarre quand même, c'est que pour mettre un harnois, etc., il faut avoir 15 de force ou plus. Alors vous pouvez le mettre sans avoir les 15 de force, mais vous allez avoir des désavantages. Et pour avoir 15 de force ou plus, j'ai pas fait le calcul exact, mais clairement, vous n'allez pas le faire avant le niveau au pifomètre, je dirais, genre niveau 5-6, quoi. Parce qu'en fait, à certains passages de niveau, vous allez pouvoir vous mettre des bonus de caractéristiques, mais vous pouvez pas mettre tous vos points dans la même caractéristique, ce qui fait qu'en fait, c'est assez tard dans le jeu que vous allez pouvoir mettre des armures de plate et des harnois sans malus. Donc voilà, je suis un peu tatillon, très certainement que cette règle pourrait être modifiée homebrew comme vous voulez. Je trouve ça un peu bizarre parce que j'aime bien m'imaginer qu'un guerrier, il ait une grosse armure, et en fait, apparemment, tant qu'il n'est pas assez costaud, il devra se contenter de mettre de la maille parce qu'il est trop nul pour mettre un harnois. Bon. J'imagine que c'est des questions d'équilibrage. Peut-être que les spécialistes de Shadow of the Demon Lord pourront me dire ce qu'ils en pensent. Et voilà pour l'équipement, donc vous avez des armes, des armures. Vous voyez aussi une des spécificités du jeu par rapport à Donjons Dragons,
Et ça, j'aime pas trop. Chacun se fera son avis, mais vous avez besoin que de D20 et de D6, parce que tous les dégâts, tous les trucs sont exprimés en D3 ou en D6, donc vous n'avez besoin que de deux types de dés. Il n'y a pas les D4, les D10, les D8, les D12, alors que moi je suis un peu fétichiste des dés. Et c'est un des trucs que j'aime bien dans Donjons et Dragons, c'est justement avoir tous ces dés bizarres, même si en termes de praticité et de coût, c'est pas forcément la meilleure chose. Bref, donc là vous avez tout l'équipement. Vous avez même un équipement un peu étendu, puisque vous avez les prix pour engager des mercenaires, vous avez des explications pour les potions. Et on arrive à la magie qui une fois de plus est très très simple, qui fait plus penser à Warhammer, puisque vous allez avoir comme ça des traditions qui dépendent soit de l'intellect, soit de la volonté. Quand il y a une petite astérix, c'est que c'est un truc un peu maléfique, et certainement que l'Inquisition sera pas très contente de devoir faire ça. Ensuite voilà, on se retrouve un peu avec le truc de l'explication voilà, du profil des sorts. Et là vous avez le nombre d'utilisations des sorts, donc c'est pas de la magie ancienne à la Donjon Dragon, puisque vous préparez pas vos sorts, etc. En fait, vous allez avoir un niveau de puissance qui va augmenter en fonction de votre niveau et surtout du nombre de voies magiques que vous avez prises. Si vous avez pris une seule voie magique, votre puissance va moins monter et vous aurez moins accès à de nombreux sorts et tout. On voit que les sorts montent jusqu'à 10, mais j'ai pas vu de sort de niveau 10, donc j'imagine que c'est des suppléments et tout. Je crois que dans le bouquin, il y en a que jusqu'au niveau 5. Et en gros, si je suis puissance 2, je peux lancer 3 fois par jour chacun de mes sorts de niveau 0, 2 fois par jour chacun de mes sorts de niveau 1 et 1 fois par jour chacun de mes sorts de niveau 2. C'est-à-dire que si j'avais 10 sorts de niveau 2, je pourrais chacun les lancer une fois dans la journée, donc lancer 10 sorts de niveau 2. C'est une des différences avec Donjons et Dragons. Donc voilà, là vous avez un énorme panel de sorts. On a des illustrations plutôt sympathiques, j'aime bien les illustrations un peu steampunk qu'on a parfois. Je passe un peu vite d'ailleurs sur les illustrations, vous m'en excuserez. Donc on a beaucoup de sorts, plus ou moins originaux, plus ou moins axés combat et tout. C'est quand même un jeu voilà, qui est dans l'ADN Donjons et Dragons, donc on veut se bagarrer. Il y a quand même pas mal de sorts de combat un peu dans toutes les voies. C'est sympa parce qu'il y a certains sorts qui, via un sacrifice, ou dans certaines circonstances particulières, ont des règles un peu différentes qui peuvent s'appliquer. On peut remarquer aussi que ce qui est plutôt cool, même si voilà, il n'y a pas beaucoup de descriptions pour nous expliquer l'effet du sort, l'effet des sorts est tenu au strict minimum, quoi. Les règles sont vraiment épurées. Et du coup, là, pour le coup, vous avez tous vos sorts, par exemple, de la tradition d'invocation, qui tiennent même pas sur 2 pages. Donc, c'est bien condensé par rapport à certains sorts de DD qui se retrouvent en 4-5 paragraphes. Et quand vos joueurs les connaissent pas par cœur, ils galèrent un peu. Là, normalement, vous ne devrez pas trop vous retrouver dans cette situation. Donc je passe pour les sorts, on arrive à voilà, un monde dans l'ombre. Donc là on entre un petit peu plus dans l'univers de Shadow of the Demon Lord. Donc on voit que les illustrations font pas mal penser à du Diablo, enfin c'est vraiment dark, c'est crépusculaire, le monde va bientôt être détruit, c'est terrible. C'est plus épique que Warhammer, je trouve, en tout cas Warhammer, le jeu de rôle, parce que Warhammer Battle, bon, c'est assez épique, méta-vie. Donc là, on a un peu des vérités sur le monde. La magie est une réalité, elle est bien présente, donc c'est pas low fantasy. On a des mondes cachés, donc des plans un peu d'existence, etc. Un mortel vit de nombreuses vies, donc on a un cycle, etc. Donc on vous explique un peu un état des lieux en quelques trucs clés, donc ça j'aime beaucoup. Maintenant, c'est un truc qu'on trouve dans beaucoup de livres quand même. Ensuite, on parle des terres de roule. Donc là, nous voici avec une carte qui est un peu petite et qu'on aurait pu retrouver, comme je vous disais, à mon avis, au début du bouquin, quoi. Ici, on aurait pu avoir une carte, ça aurait été sympathique. Alors, il me semble que moi, j'ai une carte parce que j'ai pris le bundle, là, le truc de la précommande. J'ai une carte en poster, mais sinon, voilà, vous vous contentez un peu de cette petite carte un peu étrange, mais qui a un style assez particulier que j'aime bien. On voit qu'elle est faite sur de la peau et tout, ça met tout de suite le ton. C'est une sorte de peau tendue. C'est très chouette. Donc, vous avez une description un peu du monde qui est relativement succincte, mais qui vous peint un peu les différentes ambiances et les différents endroits. Ça laisse beaucoup de place pour vous créer ce que vous voulez. Et c'est une des choses que j'aime dans ce jeu, c'est que on a un univers, mais il y a de la place. Il y a de la place pour faire ce qu'on veut dedans. Et on verra que c'est un point commun avec le jeu que je vous présenterai la prochaine fois aussi. Donc on a un peu les nations, donc on vous explique les différentes nations, l'Empire, les différentes zones qui font partie de l'Empire, le Grand-Duché, la Balgrandie, le Saint-Royaume, etc., etc. Donc l'Empire qui est un peu à feu et à sang. On vous met pas trop d'éléments historiques dans tous les sens où vous dites « Attends, il faut vraiment que je comprenne bien, en fait, avant de pouvoir jouer ». Non, on vous met une situation. C'est un setting. C'est ça que j'aime bien. On parle plus de lieu et du présent que de l'histoire de l'univers. Et ça, je trouve que c'est important pour jouer.
Parce que tout ce qui s'est passé dans le passé de l'univers, personnellement, ça va pas me servir énormément à moi pour jouer. Moi, j'ai besoin de choses activables, et là, j'en ai pas mal. Donc on a des cités-états, on a un empire, on a ensuite des zones sauvages tout autour. Ensuite, on a les autres régions, donc un petit peu extérieures, etc. La terre des Gèdes. Je vous avoue ne pas avoir tout lu, puisque moi, quand j'ai joué, clairement, je me suis un peu séparé de l'univers canon du jeu. J'ai balancé une région que j'ai inventée, boum, et on a fait un scénario un peu en huis clos dans un château, un peu à la Dracula, quoi. Mais j'ai bien aimé quand même, j'ai dû lire à peu près la moitié. En fait, j'ai pas lu cette partie-là, précisément, qui détaille un peu plus. Donc là, on arrive dans les confins du Nord, donc c'est une partie de la carte seulement, mais qui est plus détaillée. Et j'imagine qu'il y a des suppléments en anglais qui ne sont pas encore là en français, qui détaillent les autres parties du monde et tout. Moi, personnellement, c'est pas ce que je recherche le plus, mais ça a pas l'air trop mal foutu parce que ça a pas l'air surchargé. On vous explique que le monde vit une crise, parce que c'est l'apocalypse, mais on vous dit pas, voilà, il y a 14 000 PNJ qui interagissent entre eux et tout. Vous pouvez vous lancer très rapidement. Ensuite, on a les croyances, pareil, pas trop détaillées. Donc, on a la vieille foi, donc avec une diversité de dieux, un peu un panthéon. Et puis, on a le nouveau dieu. Donc, comme ça, on va pouvoir avoir ce conflit un peu entre monothéisme et polythéisme, etc. On nous parle un petit peu de la cosmologie. Et on arrive au concept un peu du seigneur démon, donc qui est assez flou. Vous voyez, il n'y a pas trop de détails parce qu'on va vous laisser décider un peu de l'apocalypse. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on a dirigé le jeu, donc on a le rôle du maître du jeu. On a pas mal de conseils, mine de rien, des exemples de comment utiliser les règles, etc. On nous parle pas mal de l'horreur, parce qu'on a les différents styles d'horreur, donc on a le choc, la terreur, la révulsion, donc différents moyens d'utiliser un des aspects du jeu qui est le fait que ce soit dark, notamment avec une petite explication, un petit warning pour les sujets adultes, n'est-ce pas? Diriger une aventure, etc. Créer des aventures, objectifs, point de départ et tout. On vous explique un peu si vous voulez faire un truc linéaire, semi-linéaire, en arbre. On vous fait, on vous accompagne quand même pas mal, hein, mine de rien. C'est pas parce que c'est un jeu créé par un mec de Donjons et Dragons qui s'est dit attends, les gens qui vont acheter ça ont déjà tous fait du jeu de rôle. Il s'est quand même mis à la place de quelqu'un qui aurait son jeu entre les mains pour la première fois. En tant que premier jeu de rôle, j'entends. Ensuite, on a les objectifs de campagne. On vous explique aussi un petit peu voilà, les paliers, hein, les fameux paliers à la Donjon Dragon, genre au début, les aventures pour apprentis un peu et l'échelle de la campagne qui va évoluer. On a des règles d'exploration, de voyage, les rencontres aléatoires, comment gérer un petit peu les combats, encore une fois, plutôt détaillé, hein, l'histoire des combats. On a des conseils pour la création de personnages. En fait, on revient un peu en arrière sur tout le livre et on donne des conseils pour tout ça. Et ensuite, on arrive à l'ombre du Seigneur Démon. Et là, en gros, c'est assez conceptuel. Il n'y a pas vraiment de règles hard, mais c'est un peu l'idée de choisir la forme que va prendre votre apocalypse. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on sent, enfin, je sais pas comment dire, on sent qu'il y a une sorte de rejouabilité, qu'on nous invite à dire, à chaque fois que vous allez jouer une histoire apocalyptique, et je sais pas, moi ça m'a donné l'envie, même si je pense pas que je ferais ça parce que j'ai d'autres projets, mais de se dire tu joues à Shadow of the Demon Lord, et il y a plusieurs itérations de l'apocalypse, genre tu joues vraiment très très dur, et peut-être qu'à la fin de ta première campagne, les joueurs n'auront pas réussi à sauver le monde, mais tu vas revenir en arrière avec une autre apocalypse, le même monde, une autre apocalypse différente, et ils vont réessayer dans une lutte contre l'inéluctable. Et là on a vraiment, et ça c'est excellent, je vous parlais des différents types d'apocalypse, on a justement des formes d'apocalypse, genre famine et sécheresse, l'éveil du dragon, les morts sans repos, une étoile en approche qui va s'écraser et tout. Et en fait, ça, c'est un des meilleurs trucs que je garderais du jeu, qu'on peut retirer en fait pour l'utiliser dans n'importe quelle autre création de campagne, etc. Parce que c'est un gros plot en fait. Enfin, c'est plutôt une grosse horloge. C'est-à-dire que quand vous voulez faire une campagne épique, quel que soit le jeu, ça c'est de très bonnes inspirations pour vous dire, c'est ça le grand danger qui plane. C'est ça mon mal absolu qui va bientôt tomber. Et à chaque fois, ils sont un petit peu détaillés et parfois avec des règles un peu spécifiques, genre par exemple les effets en jeu d'une sorte de nouvelle ère glaciaire, etc., ce que ça pourrait provoquer dans le jeu et tout. On a également des détails, par exemple, si l'apocalypse prend la forme de mutation. On a les détails si, par exemple, la magie a des sortes d'effets secondaires ou que sais-je. C'est plutôt pas mal. Ensuite, boîte à outils, donc là, on a encore une fois plein de règles sur la folie, le feu, le machin, le truc, les pièges, la suffocation. C'est une boîte à outils avec différents exemples de pièges. Et c'est là quand même que ça me fait me dire qu'il y a beaucoup de choses en un seul livre. Et on n'a toujours pas fini.
Ensuite, on a la récompense, donc l'augmentation de niveau, mais ce que ça peut être d'autres, les trésors. Et on nous parle d'objets magiques. Et là, on a un générateur aléatoire d'objets magiques. Est-ce que ça, c'est pas tip-top quand même d'avoir ça dans son livre de base? Ni Warhammer, ni Donjons et Dragons ne fait ça, à mon avis. Donc, pour un truc qui veut être entre les deux, bah, c'est plutôt sympathique. On a ensuite les reliques. Donc, on a du matériel de jeu à n'en plus pouvoir. Et ensuite, on a un bestiaire. Donc là, on a un bestiaire, pareil, avec des conseils pour créer des monstres, des conseils pour jouer des sbires ou des foules quand on a vraiment beaucoup de monstres. On a comme on a des règles simples, on a un bestiaire, mine de rien, assez abstrait. Parce que par exemple, si je me rends ici, créatures artificielles, vous voyez qu'en fait, j'ai pas 15 000 créatures artificielles, mais j'ai un profil de créature artificielle énorme, un profil de créature artificielle grande, un profil de créature artificielle moyenne et petite. Et donc, elles sont pas détaillées, mais j'ai des caractéristiques pour ça. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? À vous de voir. Effectivement, c'est pas un bestiaire très inspirant du coup, ni très inspiré, si je puis dire. Il n'y a pas de grandes originalités dans le bestiaire. Par contre, il est hyper fonctionnel. C'est-à-dire que genre, il y a pas mal de jeux de rôle où vous allez aller dans le bestiaire et en fait, à chaque fois que vous découvrez un nouveau monstre, vous êtes là, il a 45 caractéristiques différentes, vous comprenez pas trop comment vous en servir, vous pouvez pas le balancer facilement dans votre aventure comme ça, bam, d'un claquement de doigts et vous en servir. Il y a trop de capacités spécifiques. Là, chaque profil de monstre est ultra fonctionnel. Donc pour improviser ou pour partir d'une base de blocs de stats et la développer, c'est intéressant. Par contre, ça en dit assez peu sur l'univers et il n'y a pas d'originalité dans les monstres. Une fois de plus, est-ce que c'est pour des suppléments, des trucs comme ça? C'est possible. Mais en tout cas, clairement, vous n'allez pas lancer votre partie en vous disant attendez, j'ai pas de profil pour ce monstre-là, parce que vous avez des sortes de profils de monstres par défaut pour animaux, grands, petits, moyens, je sais pas quoi. Donc vous avez un méga bestiaire. Et ensuite, on a un petit scénario que j'ai lu, dont j'ai bien aimé l'idée originale. Ça tourne grosso modo sur le fait que dans un village, il y a une sécheresse. Et en fait, c'est dû peut-être à un puits maudit. Un puits maudit par une sorte d'esprit. Il tient sur que quelques pages. Hein. Il est une fois de plus très fonctionnel. En fait, il va falloir quand même le travailler un petit peu si vous voulez créer une ambiance, je pense. Il est très très rapide à faire jouer, je pense aussi. Et c'est en gros une sécheresse. Les gens meurent de soif. Et il y a un esprit un peu qui se trouve dans un puits. Parce que sous la terre, sous le village, il y a un donjon, grosso modo. Et les PJ vont devoir aller dedans, évidemment, suite à une série de meurtres. C'est très classique. Ensuite, on a un index. Et on arrive tout simplement à la fin du feuilletage. Voilà, maintenant qu'on a terminé de feuilleter le jeu, je vais essayer de pas trop me répéter, mais on va quand même débriefer un peu le truc, mettre une conclusion. Moi, j'ai beaucoup aimé Shadow of the Demon Lord parce que je trouve qu'il a une forme vraiment de boîte à outils. En fait, le livre de base s'autosuffit. Ce que j'aime bien avec ce livre de base, c'est que je me sens pas forcé d'acheter d'autres trucs pour comprendre l'univers et ses secrets. Et du coup, c'est un livre qui est inspirant, quoi. Après, moi, je pense pas que je vais y rejouer de sitôt parce que j'ai d'autres idées. Puis voilà, j'ai tendance à papillonner d'un jeu à l'autre. Mais en vrai, je pense que c'est une excellente base, en fait. C'est une boîte à outils, vous pouvez tout faire. On l'a vu. Il y a un bestiaire, il y a une base d'univers. Il y a énormément de possibilités dans la création de personnages. Ça, c'est vraiment le truc que je retiendrai le plus. Moi, personnellement, c'est la création de personnages qui est très très simple, même s'il est très versatile et qu'il y a plein d'options, ça va super vite. Et l'évolution des personnages aussi notamment. J'ai joué du coup une partie d'un scénario que j'ai créé un petit peu en huis clos et ça s'est plutôt bien passé. On n'a pas fait beaucoup de combats, donc je sais pas si on a joué au jeu dans des conditions optimales ou tout du moins dans un type de scénario très représentatif. Il y aurait pu y avoir plus de combats, que ce soit un peu plus du dungeon crawling. Mais voilà, ça marchait très bien. Une remarque assez pertinente, je pense, que mes joueurs m'ont faite à la fin de la partie, c'est qu'ils ont dit « Ah, c'est cool !» Parce que dès qu'on a eu la fiche de personnage, on a très vite compris comment ça fonctionne. Et c'est une réalité. C'est vrai qu'au début de la partie, j'ai quasiment pas expliqué les règles. En fait, on a tout de suite commencé à jouer. Il y a eu très très rarement des moments où j'ai dû expliquer des points de règles. Ce qui n'est pas gagné d'avance parce qu'en réalité, même si j'ai joué avec des potes avec qui je joue pas mal, c'est pas des potes qui sont hyper rôlistes, entre guillemets. Genre, ils achètent pas de livres de jeux de rôle, donc ça va pas ils vont pas du tac au tac se dire ah ça c'est comme dans tel jeu et tout. Et en plus moi j'ai tendance à souvent changer de jeu, peut-être un peu trop des fois, et du coup bah en général mes potes sont un peu perdus parce que les règles changent très souvent, ils ont pas souvent le temps de s'adapter, et donc là c'était
plutôt bon signe, je pense. Ça veut dire que c'est un jeu assez accessible. Le fait que, voilà, il n'y ait pas eu besoin d'une longue phase d'explication et qu'on commence à jouer très très vite. Après, mes joueurs avaient déjà joué à Chronique oubliée, Donjons et Dragons, des trucs comme ça. Donc, quand je leur ai dit c'est un des 20 plus modificateur, ça a fait tilt rapidement. Mais au-delà de ça, voilà, c'était très efficace. D'ailleurs, j'ai utilisé une feuille de personnage que je vais essayer de vous retrouver, que je trouve vraiment bien foutue. Ils ont bien aimé l'ambiance, c'était une bonne partie. Donc ouais, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé Shadow of the Demon Lord à la lecture et en pratique dans une petite partie. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si c'est un jeu qui vous intéresse, si vous l'avez testé, si j'ai fait des erreurs dans les explications. Si vous avez une explication pour les armures difficiles à mettre, là dont on a parlé. La semaine prochaine, la vidéo, ce sera une petite table ronde qui rassemblera des personnes pour parler un peu de création de jeux de rôle. Et puis ensuite, il y aura 2 vidéos, comme je vous avais dit dans la vidéo programme un peu pour 2022, que vous devriez aller voir si c'est pas encore fait. Comme je vous avais dit, on fera 2 vidéos, je pense, sur Dragon d'Agathe, puisque c'est pas un triptyque, mais je sais plus comment on dit. En gros, il y a 4 livres. Et du coup, une seule vidéo pour review les 4 livres, ça me semble un peu long. Donc on fera une vidéo livre de l'aventurier et grimoire, donc c'est-à-dire vraiment plus le côté mécanique, création de personnages, et une vidéo sur l'encyclopédie et le livre monstre séparés, parce qu'on parlera peut-être un petit peu plus de l'univers, et puis de toute façon, j'ai pas encore tout fini de lire, il y a beaucoup de choses à lire. Donc voilà, ça ce sera la semaine après prochaine et la semaine après prochaine. Je vous souhaite une très bonne semaine, merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, etc. Et à la prochaine sur le bon MJ, ciao.